Un jour, j'avais très envie de faire tchoukou-tchoukou, ok ? Sexe, Si je suis fatiguée, il se passera rien. drogue Clairement, j'étais en kio, donc il y a aucun moment j'avais envie de ça, quoi. et consentement. Il y a des gens, ils comprennent pas que non, c'est pas oui, peut-être, non, c'est non. Épisode 3. Est-ce que je peux t'embrasser ? Attention, cet épisode peut contenir des passages de violences sexistes et sexuelles. Bonjour, moi c'est Chloé. J'ai 27 ans et je fais partie d'un groupe d'associations qui travaillent sur les questions de sexe, de drogue et de consentement. En mars 2019, 7 associations ont décidé de se rassembler pour former un groupe de travail et pour se questionner sur ces thématiques. Nous venons d'horizons différents et nos champs d'action ne sont pas les mêmes. Certaines associations s'intéressent à la santé sexuelle, d'autres à la réduction des risques liés à l'usage de drogue, certaines à la promotion de la santé, à la prévention, à la santé des femmes et des personnes LGBTQIA+, à l'éducation permanente, aux luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Et pourtant, nous nous sommes tous et toutes sentis concernés et il nous a paru important, voire urgent, d'essayer de mettre en place des outils pour proposer plus d'espaces safe en soirée. Pour cela, on a décidé de partir à la rencontre de plusieurs personnes, d'interroger des jeunes qui côtoient de manière plus ou moins fréquente les milieux festifs. Parce qu'en fait, on pense qu'il existe déjà des outils. Et que c'est vous, les personnes qui vont en soirée, qui ont déjà mis en place des outils pour penser le consentement en soirée. Dans cette série Sexe, drogue et consentement, vous allez écouter des témoignages de personnes différentes qui s'expriment, se livrent et partagent leurs bonnes comme leurs mauvaises expériences. Dans les 2 derniers épisodes, on a parlé de consentement et de limites. Alors oui, c'est parfois des notions compliquées. Mais l'objectif, ce serait que chacun et chacune puisse exprimer ses limites et entendre celles des autres. Et justement, aujourd'hui, on va parler de communication. Pourquoi c'est important de bien communiquer ? Peut-on le faire avec tout le monde ? Et si on communiquait et on prenait soin de tous les gens qui nous entourent ? L'objectif, c'est qu'ensemble, collectivement, on réussisse à apporter des éléments de réponse pour essayer de proposer plus d'espaces safe. Et nous avons une envie, un espoir, un rêve. Et si la culture du viol disparaissait pour que la culture du consentement devienne la norme ? Je vous souhaite une bonne écoute. Là, je suis actuellement avec quelqu'un et cette personne, en gros, c'est une personne de réto. Ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vus. On s'est recroisés par hasard. On a dit qu'on se boirait un verre. J'ai reporté. Et puis je me suis dit, bon, je vais arrêter de faire ma connasse. Je vais y aller. Et puis, ça va durer une demi-heure. Je vais rentrer. Je ne suis pas rentrée. Cette personne, en fait, on a juste discuté et c'était vraiment comme si je parlais à un pote. Ça faisait hyper longtemps. Ça rappelait les bons souvenirs de quand j'étais pas encore en dépression. Et alors, on parlait de... école d'art. Du coup, clairement, ça crée des points en commun assez facilement. Et on parle. Et à un moment donné, il y a comme pour donner l'exemple du naturel, on se rapprochait, on était assis plus en plus près de l'un de l'autre. Banquette, ça aide, parce que quand on fait bouger la chaise, c'est un peu cramé. Mais avec la banquette, on se rapprochait. Et c'était pas calculé ou réfléchi, en tout cas pas de ma part, et je pense pas de la sienne non plus, je le crois pas assez calculateur pour ça. Et naturellement, nos mains sont prises. On n'a jamais su. On a essayé d'analyser la chose. On ne sait pas qui a pris la main de l'autre. On ne sait pas trop comment ça s'est fait. Et du coup, oui, ça peut se faire naturellement. Et pour le premier baiser, on se draguait mutuellement, mais sans faire « Oh, t'es belle, oh, t'as la peau douce, oh, machin ». C'est plus, on sentait qu'on était sur la même longueur d'onde et on sentait de l'attirance. Et on savait que c'était OK. Moi, je préfère qu'on me demande mon autorisation. Mais il est arrivé, c'est vrai qu'il m'est arrivé une fois qu'il n'y a pas eu besoin de mots. Du coup, ça arrive, mais il vaut mieux quand même demander la permission, on ne sait jamais, parce que c'est assez rare selon mon expérience. Mathilde, elle raconte comment elle a rencontré son amoureux et comment ils ont réussi petit à petit à se rapprocher. C'est une jolie histoire de rencontre. Il n'y a pas eu besoin de mots. Le langage gestuel a suffi. Mais Mathilde, elle dit bien que c'est une exception. Et qu'elle préfère d'habitude qu'on verbalise, qu'on demande l'autorisation. L'histoire, elle serait tout aussi belle finalement si, avant de l'embrasser, il lui avait demandé son autorisation. Parce que le problème, c'est que la communication gestuelle, elle peut être mal comprise. On peut se tromper,
on peut mal interpréter. On peut dire après « Oui, mais je pensais que la personne, elle avait envie parce qu'elle était tactile, parce qu'elle s'est rapprochée de moi. » Avec les mots, il y a moins d'erreurs. Avec les mots, on n'est pas censé négocier, se tromper. Non, c'est un non. Et on le répète pour les personnes qui n'ont malheureusement peut-être pas intégré ça. On ne négocie jamais avec un non. Un non ne veut jamais dire oui. Dans notre groupe de travail, on pense que la communication verbale est primordiale. Et nous pensons que verbaliser, dire, communiquer, exprimer, parler de ses envies et de ses non-envies peut faire partie intégrante de la drague et de la sexualité. Et en fait, on pense que c'est sexy de demander. Moi, je sais que justement, je crois que je suis assez timide. Et du coup, je crois que je contrecarre ça avec un besoin d'être cash. Parce que justement, je crois que la subtilité de la drague et tout, je trouve ça stressant pour quelqu'un qui est timide en drague. Et du coup, de toute manière, je pense que même avant de réfléchir aux questions de consentement, de toute façon, j'étais déjà très genre, est-ce que je peux t'embrasser ? Parce qu'en fait, comme ça, au moins, j'étais là, c'est oui, c'est non. Et du coup, en fait, j'ai toujours, je crois, dragué un peu cash. Et finalement, draguer cash, c'est un peu draguer avec du consentement parce que je demandais. Moi, je suis hyper tactile comme personne, genre hyper tactile. Donc souvent, quand je drague, c'est aussi compliqué parce qu'en fait, je peux, genre, être plus tactile avec mes potes qu'avec des personnes que je drague. Et donc, je pense que parfois, ça genre des personnes, des gens. Mais du coup, il y a quand même un truc où je peux... Allez, comment dire ça ? Souvent, quand je drague, il y a quand même un peu du contact physique qui mène parfois au fait de s'embrasser. Mais souvent, du coup, après ça, je demande quand même. Genre, ça va, t'es à l'aise, tout se passe bien, est-ce qu'il faut changer des choses, est-ce que c'est... Ça m'arrive jamais de... Vu que je suis hyper tactile, j'ai beaucoup tendance à demander aux gens que je connais moins bien c'est quoi leur limite en contact physique, parce que en fait, je peux très vite outrepasser même le fait de, je sais pas moi, faire un câlin à quelqu'un qui est pas du tout à l'aise avec le fait de faire des câlins. Je suis tout à fait capable de faire ça. Donc, je vais très vite demander est-ce que ça c'est ok, est-ce que ça va, est-ce que je te touche trop, est-ce que je suis envahissante. Et du coup, ouais, c'est un peu, c'est pareil avec le fait d'embrasser, c'est que souvent, du coup, genre, si j'embrasse, c'est que je sens qu'il y a un contact physique qui est quand même, je sais pas moi, là quoi, et à l'aise, et puis après ça, souvent, je demande. Draguer avec consentement, c'est peut-être tout simplement draguer avec des mots. Et finalement, ça peut être avec des mots simples. Est-ce que je peux t'embrasser ? Est-ce que tu as envie que je te touche ? Est-ce que tu as envie de continuer ? Ouais, moi j'allais dire des trucs un peu pareils, de beaucoup communiquer, et que c'est pas parce que le consentement il a été dit une fois qu'il est bon pour toute une soirée, pour tout un acte sexuel et tout. Et du coup, moi je sais que ce que je fais, c'est pareil comme toi, beaucoup redemander pendant un acte sexuel, et demander un peu la permission pour tout. Et aussi, ouais, être hyper sur soi, être hyper, comme tu dis, un peu attentif à soi-même, et pas hésiter à dire quand il y a un truc qui nous gêne, même sur soi, et toujours le verbaliser comme ça. En fait, il n'y a pas de moment, comme tu dis, de malaise, et ça aide à que la personne travaille son empathie. Et même, c'est pas grave, ça peut juste faire des pauses, et c'est pas forcément... Enfin, un consentement, ça peut juste être... Là, ça va plus trop, mais on peut continuer dans 10 minutes, juste on en discute un peu. Genre, beaucoup, beaucoup communiquer, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi hyper important de parler après, même pour savoir comment était le plaisir de l'autre, mais je pense que c'est bien d'en rediscuter tout le temps après pour s'assurer aussi qu'on s'est pas laissé embarquer dans un truc et qu'en final c'était pas vers là que l'autre voulait aller. On peut, c'est pas facile et c'est pas toujours évident, mais je trouve que quand on sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre, s'arrêter et demander si tout va bien, c'est pas bête en fait, et c'est une plutôt bonne base. Du coup, je trouve qu'être attentif à ce qu'on ressent, ça permet aussi de savoir comment sent l'autre. Ou pas d'office, mais au moins de savoir, genre, tiens, est-ce que si moi, il y a un truc qui me semble bizarre, c'est peut-être l'autre qui le transmet, donc ça veut dire qu'il y a un souci. Et puis aussi, je trouve que, en fait, tout ce qu'on est en train de dire, ça rentre dans ce qu'on a dit dans la définition du consentement. La base du consentement, c'est de faire des checkpoints régulièrement. C'est-à-dire que du coup, si t'as demandé 5 fois à la personne pendant que vous couchiez ensemble, à chaque étape, comment ça va, et que la personne n'était pas complètement défoncée ou pas complètement bourrée, si la personne a pu exprimer ses limites, enfin, en tout cas, si on a suffisamment donné à l'autre l'occasion d'exprimer ses limites, et même pas que d'exprimer ses limites, aussi de demander comment la personne se sent, parce que moi ça m'arrive aussi de coucher avec quelqu'un et de demander en fait est-ce que c'est fun, et c'est même pas que la personne n'est pas bien, pas à l'aise, pas machin, mais la personne est genre ouais je sais pas, et si c'est je sais pas alors non on arrête et ça va en fait, c'est juste ça donne l'occasion d'y réfléchir, et peut-être que j'aurais rien demandé, la personne n'aurait pas mal vécu le lendemain, mais que en fait le fait de demander ça a arrêté le truc, parce que finalement on est fatigué, enfin je sais pas, parce qu'on est bourré, du coup on veut dormir, du coup en fait, il y a tout ce contexte-là. Normalement, le consentement, il y a moyen de le donner même avec un peu d'alcool ou un peu de drogue. Enfin, tant qu'on sait répondre à la question, voilà, on peut en discuter, quoi.
Donc mon homme là, il me touchait, mais ça me convenait pas comment il me touchait. Et j'étais là. Et il a dit, il y a quoi? Et j'ai dit, ben j'aime pas, comment tu fais? Et il s'est assis, il a commencé à pleurer. Parce qu'il s'est dit qu'il est incapable de satisfaire une femme. Et j'étais là, c'est pas que t'es incapable de satisfaire une femme, c'est que juste aujourd'hui là, t'as peut-être autre chose en tête, hein, et peut-être c'est pas aussi mon jour, c'est aussi connecté à mon cerveau. Peut-être moi j'ai eu une information qui m'a bloqué un peu, et je suis un peu tendue. Donc calme. Et je peux vous assurer que je parlais avec lui après pendant 3 heures. C'est peut-être pas du consentement là, mais j'avais pas vraiment envie parce que ça m'a déplu de la manière où il me touchait, donc j'ai plus eu envie, mais il a accepté, on va parler. Encore un exemple. Hier, il a reçu un appel de sa maman. C'est aussi un niveau de consentement parce que c'était au niveau du massage. Il était censé me faire un massage parce qu'on a joué à un quiz sur les Vikings et j'ai gagné. Et donc, il m'a dit, t'auras un massage. Mais hier, il m'a pas fait de massage parce qu'il se sentait mal par rapport à la formation qu'il a reçue par rapport à sa maman, qu'elle se sentait mal et tout, et donc il était triste. Et moi, je le regarde et je dis, alors, il n'y aura pas de massage aujourd'hui. En fait, il avait honte de me dire qu'il n'a pas la conscience et l'envie. Il avait honte de me dire qu'il ne voulait pas aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça tellement triste. Alors je lui ai dit, tu n'as pas envie de quoi aujourd'hui? Et alors à ce moment-là, il me dit de faire un massage. J'ai dit, alors pourquoi tu n'as pas envie de faire de massage? Parce que je me sens mal à l'intérieur, enfin dans mon cœur. J'aurais préféré passer une journée, enfin la soirée à faire des câlins et regarder un documentaire sur les ovnis. Il adore les ovnis. Et donc, et vous voyez, et c'est à ce moment-là où moi je lui ai appris à dire non. Donc j'ai beaucoup remarqué que j'ai évolué dans mes relations et je l'ai aidé à se soulager de son cœur. Et je lui ai dit, il faut aussi que tu me préviennes parce que tu m'as promis un massage. Et là, si on se couche sans massage, moi je serai frustrée, tu seras frustrée parce que je serai frustrée. Et après, peut-être je vais m'énerver, je vais pas te parler, il y aura des jours de silence. Ça sert à rien en fait. Il faut toujours dire. Il faut toujours dire. Oui. Mais parfois, ce n'est pas si facile. Ici, le copain d'Alex avait honte de lui dire qu'il n'avait pas envie, parce qu'il a sans doute grandi avec l'idée qu'un homme, ça aurait toujours envie. Les rôles que la société, que notre culture nous attribue, et que l'on imagine que notre partenaire attend de nous, ne nous correspond pas forcément. Cela demande parfois du temps de faire la part des choses entre nos envies réelles et celles que l'on croit qu'on devrait avoir. Pour être prêt à les communiquer, c'est pareil. Ça s'apprend. On peut communiquer avant le sexe, mais aussi pendant. Et même après. Pour certaines personnes, parler quand on fait l'amour, c'est gênant. Elles pensent que ce n'est pas sexy, qu'il faudrait que ce soit naturel, spontané ou intuitif. Mais en fait, dans la réalité, chaque personne a des goûts différents. Et il y a des moments où on préfère des choses différentes. Communiquer nous donne la possibilité de créer une expérience agréable. On se base sur les ressentis, sur les envies de nos partenaires, et aussi des fois, on n'ose pas parler, pas demander car on a peur de recevoir un non. Parler beaucoup peut nous apprendre à dire nos envies, mais aussi à nous habituer à recevoir des noms. C'est pas grave de recevoir un non, ça s'apprend. Tout comme verbaliser nos envies, nos fantasmes ou entendre ceux de nos partenaires. Communiquer pendant qu'on fait l'amour, ça peut être sexy. Il faut juste essayer et dédramatiser le non. Et cela peut s'appliquer à tout le monde. Aux rencontres d'un soir, au plan cul plus ou moins régulier ou à sa relation. À la fin, vous avez entendu Alex qui raconte que justement, avec son copain, ils apprennent à communiquer et à dire « tu le fais mal » ou « j'ai pas envie ce soir ». Et Alex, elle le dit bien. C'est pas grave. L'important, c'est juste de communiquer. Et puis aussi, je trouve que c'est pas d'office du consentement dont on parle, mais dans notre bande de potes, je trouve qu'on a des super chouettes dynamiques, par exemple, parce que on adore parler de base. Et donc, je sais pas, moi, après une soirée, si quelqu'un est rentré avec quelqu'un, d'office, on va faire alors, comment ça s'est passé, et alors, et donc, c'est pas d'office du... parce que je trouve que le consentement, parfois, si on parle tout le temps que de ça, à un moment, ça devient vite, genre, mettre un truc un peu lourd sur les sexualités. Alors que là, juste faire, alors, comment ça s'est passé, et savoir que l'autre nous fait suffisamment confiance pour pouvoir à peu près tout nous dire, ça permet de juste soit dire c'était incroyable, ou c'était bof, ou en fait non, ça allait pas, il y a eu un problème, et pouvoir prendre soin de ça. Ouais, et puis je pense que ça va avec un truc aussi que de désacraliser le cul en général, et genre je sais qu'aussi c'est parce qu'on parle beaucoup de cul, et qu'on n'est pas du tout gêné de parler de cul, et du coup c'est très facile de se poser des questions de comment ça s'est passé, et même de parler de cul de façon détaillée, et du coup en fait on peut un peu checker les uns une les autres de si on voit si notre pote en fait elle a été mal à l'aise à un endroit, parce qu'en fait on va direct se le dire. Mais du coup je pense que ça passe aussi par un truc de en général parler de cul de façon un peu désacralisée, ça aide, parce qu'en fait si à un moment il va avoir un dépassement de consentement, si la personne n'est pas habituée à parler trop de sa sexualité,
ça va être encore plus dur de parler d'une sexualité qui a été en plus un peu alourdie par un truc. Et c'est aussi un bon entraînement, je trouve, parce que réussir à parler de cul avec ses potes, ça va t'aider à parler de cul avec la personne avec qui t'as du cul. Et donc, en fait, si t'arrives à dire à tes potes, ouais, là c'était chouette, là c'était pas chouette, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ben, ça t'entraîne dans un milieu vraiment où t'es à l'aise, t'es safe. Ça t'entraîne à le faire avec des personnes où t'es peut-être un peu moins à l'aise. C'est pas facile pour toi de parler de sexe? Si, avec mes potes et tout, mais là je sais que c'est enregistré, c'est un peu chaud. Mais T'en parles plus avec tes potes? Avec mes là, potes, tu bien te sûr. mets un peu une retenue parce que c'est enregistré. Mon père aussi. Bah ouais, bien sûr, c'est enregistré, c'est sur un site et tout. Surtout avec mon père. Ah ouais? Bah ouais. Et tu veux pas nous dire ce qu'il dit? Ah bah non. Tito ne veut pas nous répéter ce que son père lui dit. On comprend. C'est ça aussi le consentement. Accepter la décision des personnes et ne pas insister. Tito parle de sexualité avec son père. Eh bien, et si on communiquait avec tout le monde ? Et si on désacralisait un petit peu le cul et qu'on en parle avec nos potes, nos proches et même nos familles ? Communiquer, c'est échanger. C'est faire apprendre à l'autre et c'est aussi apprendre de l'autre. Finalement, communiquer avec les personnes qu'on aime, c'est nous faire évoluer et faire évoluer les personnes qui nous entourent. Communiquer avec notre entourage, c'est aussi prendre soin de notre entourage. C'est pas le rôle des copains parce qu'on va pas passer non plus longtemps à se surveiller les uns les autres, mais je pense que c'est hyper important de toujours un peu checker où sont ses potes et de vérifier que si on a un copain ou une copine qui est genre en train de draguer, ou même de rentrer avec quelqu'un, d'aller juste voir un peu son état et de faire genre, oh, t'es contente de ce qui se passe, et si on voit que tout le monde est trop content de ce qui se passe, c'est trop cool, et en fait si on voit que notre pote, genre elle sait même plus comment elle s'appelle, genre bah faut aller la récupérer quoi. Et puis aussi peut-être juste créer une culture générale où c'est hyper normal d'intervenir dans les relations interpersonnelles des gens qu'on connaît pas, parce qu'en fait moi je trouve qu'il y a plein de moments où ça se fait trop d'aller chez des étrangers, d'être là genre vous êtes sûr que tout va bien, parce qu'en fait ça a pas l'air, parce que je sais pas moi, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui a l'air trop bourré, trop défoncé, et donc je trouve que en fait se coacher à être responsable, à prendre soin en fait les uns des autres, c'est vraiment juste tellement une base de prendre soin, mais qu'on nous apprend pas du tout, on est tous dans nos petits trucs perso. Ouais, je pense qu'il faudrait grave aussi créer une solidarité entre les personnes sexisées pour que si jamais on voit que moi par exemple qu'il y a une meuf comme tu dis trop bourrée et un mec qui est en train de lui parler, en fait oser aussi aller prendre mais par exemple je sais pas 2 personnes sexisées qu'on croise et leur dire viens on y va ensemble et on va voir ce qui se passe et en fait pas se laisser intimider quoi, un truc de oser y aller un peu en gang et parce que je trouve que ce qui est compliqué d'intervenir dans les relations interpersonnelles, c'est qu'en fait, on va se retrouver quand même un peu seul face à un mec qui est en train de dépasser un consentement, et ça peut faire un peu peur. Et du coup, en fait, si tout le monde fait ça, en fait, on va même y aller genre en groupe de façon hyper intuitive, et je pense que c'est important. Je trouve que savoir dire non seul, c'est toujours dur, alors que savoir dire non à plein, c'est trop bien en fait. À un moment, Cristal parle de personnes sexisées. C'est pour remplacer l'expression « victime de sexisme ». Parce qu'en fait, quand on parle de sexisme, on pense que les personnes victimes sont uniquement les personnes assignées femmes. Mais il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de ce système. Il y a toutes les personnes qui ne font pas partie de la catégorie homme au sens archétype du terme. Avec le terme sexisé, on inclut aussi les personnes gays, trans, queer et tout individu qui ne se sent pas forcément femme, mais qui est aussi victime du système sexiste. Savoir dire non seul, c'est toujours dur. Alors que savoir dire non à plein, c'est trop bien, dit Caillou à la fin. Nous, on rêve d'une société où justement dire non seul serait facile, normal et toujours entendu par la personne en face. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ça peut être difficile de dire non seul. Les questions de drogue, de sexe et de consentement sont compliquées. Il n'existe pas de solution miracle. C'est un travail long d'éducation et de communication. Nous aimerions arriver à une culture totale de consentement. Et le consentement, bien sûr que cela se construit à échelle interindividuelle. Mais c'est aussi un projet de société qui concerne tous les domaines. Et si on parlait de consentement à l'école ? Et si nous formions tous les professionnels de soins sur ces questions ? Et si nous formions la police ? Faire disparaître la culture du viol passe forcément par une prise de conscience générale et un travail collectif. Et pour ça, il faudrait aussi pouvoir parler de drogue. Qu'elles soient légales comme l'alcool ou illégales. Assumer le fait qu'elles existent, qu'elles sont présentes. Parce que si l'on n'en parle pas, on ne peut pas vraiment sensibiliser et former les personnes sur le consentement en soirée. Dans cette série, vous avez entendu des témoignages de jeunes qui ont accepté de se livrer et d'apporter certaines pistes de réflexion. Nous pensons que le consentement doit toujours être présent dans nos relations aux autres. Que nous devons toujours garder dans un coin de nos têtes qu'il faut être attentive ou attentive aux besoins des autres.
Finalement, le consentement, c'est un peu un mélange entre connaître mes limites et être réceptif et réceptive à celles des autres. Et pour que ce mélange fonctionne, il faut parler, discuter, communiquer. Il existe déjà de nombreux outils pour proposer plus d'espaces safe, et il y en a encore sûrement beaucoup d'autres à inventer. Alors continuons. Continuons à chercher. Continuons à en discuter. Et si vous avez des idées, des solutions, des moyens, eh bien, ce groupe de travail est preneur et partant pour en discuter avec vous. Et peut-être même de vous enregistrer. Alors peut-être à très bientôt, et merci de nous avoir écoutés. Un grand merci aux 7 associations, à la Fédération laïque des centres de planning familial, Modus Vivendi, Prospective Jeunesse, Femmes et Santé, Execo, Librex et Eurotox, qui ont permis de créer ce projet, qui se sont réunis autour de la table et qui ont passé les 2 dernières années à se pencher sur la question du consentement. Mais aussi à Jeanne Savigna, qui nous a aidé à scénariser, à donner vie au podcast tel qu'il vous a été donné d'écouter. Merci aux personnes qui ont partagé leurs témoignages, à Radio Campus pour le prêt de leur studio, à Laure Merlot pour le montage et l'habillage sonore, et Jonathan Rémy pour le mixage. Merci à Égual Bruxelles pour leur soutien financier. Et merci aux auditeurs et auditrices qui écouteront ce podcast et discuteront autour d'eux et d'elles des débats, enjeux et questions qu'il suscitera.